la mélodie secrète, le chaos et l'harmonie, l'infini dans la paume de ma main. Désir d'infini, la plénitude du vide, c'est toute la polyphonie de quelques-uns des titres de votre œuvre, mon cher Touhan. À eux seuls, ils m'ont fait rêver et invité ma curiosité à pénétrer dans les arcanes vertigineux du cosmos. J'y découvrais, comme une suite de la prodigieuse intuition de Teilhard de Chardin, qui plaçait la théorie darwinienne dans la perspective d'une évolution orientée et prédéterminée. En effet, les récentes découvertes de l'astrophysique et de la cosmologie sont en passe de valider sa vision en réussissant cette merveille de reconstituer le passé de l'homme jusqu'à ses plus lointaines origines. Elles m'ont ouvert des horizons insoupçonnés sur la provenance de la vie et surtout de notre ascendance. Vous m'avez révélé que l'univers avait une histoire, qu'il est réglé de façon stupéfiante et que de l'infiniment petit naît l'infiniment grand. C'est ce que je désirais vous faire partager ce soir, mesdames, messieurs, en invitant à Genève l'un de mes maîtres à penser. Physique et métaphysique semblent converger vers les deux faces d'une même réalité, au point qu'on en vient à oser parler d'une spiritualité du cosmos. Dans ce même éditoire, j'écoutais il y a quelque temps une conférence de Pascal Pic sur notre ancêtre, le grand singe. Mais dans l'histoire de l'évolution, les grands singes, c'est tout récent. Qui étaient leurs ancêtres? Bergson, fort des théories de Darwin, admet un schéma génétique qui ferait remonter la construction du corps humain au plancton. Toutefois, bloqué à ce stade, il n'exclut pas l'intervention d'un souffle sacré, c'est son expression. Il y aurait donc bien créateur, création ex nihilo ou génération spontanée. C'est à ce stade que l'œuvre du professeur Touhan m'a ouvert les yeux sur le chaînon manquant qui faisait défaut tant à Bergson qu'à Teilhard. Sur la base des théories du Big Bang, chacun d'entre nous, remontant dans le temps, et bien avant les grands singes, a passé par tous les stades de l'évolution sans s'arrêter au plancton. L'histoire du cosmos a commencé il y a environ 14 milliards d'années par une foudroyante expansion d'une source première d'énergie. Tout ce que nous percevons et connaissons converge vers cet insondable mystère. Qui est à l'origine de cette énergie? Pourquoi le temps et l'espace se sont-ils mis en marche avec le Big Bang? Que se passait-il une demi-seconde avant? Pour l'instant, et peut-être pour toujours,
tout converge vers le mystère. Notre époque connaît sur le plan scientifique une ère qui restera dans l'histoire aussi prodigieuse que fut la Renaissance. Et l'astrophysique est en train de bouleverser notre conception du monde. Le fait que notre ascendance, nous soyons une émanation de l'univers, me fascine pour les raisons suivantes. Elle illustre d'abord notre lien de parenté avec la totalité de l'univers et par voie de conséquence, notre généalogie commune avec tous les êtres vivants, quel que soit leur degré d'évolution. Elle signifierait que, poussière d'étoiles, nous sommes atomiquement apparentés au cosmos. Cet apparentement expliquerait-il cette nostalgie des hommes à communiquer avec cette source première, ce souffle créateur, à travers la multiplicité des rituels religieux, à savoir, l'humanité est l'une des composantes de cet univers où tout est connecté. Si l'une des composantes s'en détache, elle se condamne à disparaître. Quel sens aurait le cosmos si la conscience, dont nous sommes apparemment seuls porteurs, venait à disparaître? C'est bien de la place de l'homme dans l'univers dont il s'agit et sur laquelle nous nous interrogeons. C'est à cette redoutable mais passionnante énigme que vous allez nous entretenir ce soir. Mais avant de passer la parole au professeur Georges Ménet, je tenais, mon cher Thuon, à vous en remercier de tout cœur. Bonsoir à tous, et puis merci d'être si nombreux et de préférer en quelque sorte l'astrophysique au football pendant quelques instants. Alors tout d'abord, j'ai le plaisir de vous accueillir, Monsieur Thuan, ce soir, et c'est un grand plaisir pour moi. Je ne pense pas qu'il est nécessaire de beaucoup vous présenter, parce que grâce à vos livres, vos émissions de télévision, de radio, vous êtes déjà très célèbre. Néanmoins, permettez-moi de rappeler quelques étapes de votre carrière. Vous êtes né à Hanoï, au Vietnam du Nord, et puis en 1954, suite aux accords de Genève, le pays a été divisé en deux par le 17e parallèle, et votre famille s'est déplacée à Saïgon. Vous avez fait vos études dans le lycée français, le lycée Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, né à Genève. Après quoi, vous avez poursuivi des études supérieures, vous êtes allé en Suisse, à l'école polytechnique à Lausanne, tout près d'ici, puis ensuite vous êtes allé dans de prestigieuses universités aux États-Unis, notamment au Caltech en Californie, puis ensuite à Princeton, sur la côte Est, où vous avez obtenu un doctorat en 1974, sous la direction d'un astrophysicien très célèbre, Lyman Spitzer, qui est un astrophysicien qui est le père du Hubble Space Telescope, et qui était un spécialiste, ou qui est un spécialiste de la matière interstellaire et de la physique des plasmas. En 1976, vous êtes devenu professeur à l'université de Virginie, à Charlottesville, et vous enseignez depuis lors, depuis cette époque-là, dans cette université, mais vous êtes invité chaque année à passer quelques mois à Paris, et vous êtes invité aussi bien au service d'astrophysique de Saclay, qu'à l'Institut d'astrophysique de Paris, qu'à l'Observatoire de Meudon, qu'à l'Université Paris 7. Bref, vous êtes quelqu'un de très sollicité. En plus vous faites évidemment une recherche, vous êtes un spécialiste renommé mondialement de l'évolution des galaxies, notamment d'une certaine sorte de galaxies qu'on appelle les galaxies bleues compactes naines. Et vous avez eu un papier en 2004, je crois, avec un de mes collègues, Yuri Izotov, un de vos collègues bien sûr, qui a eu beaucoup de succès, beaucoup d'impact sur une galaxie qui s'appelait Huntsviki 18. Et cette galaxie, il y a eu beaucoup de discussions sur l'âge de cette galaxie. Est-ce que c'est une galaxie jeune ou une galaxie un peu plus ancienne? La discussion est encore toujours ouverte.
À part cette énorme activité de recherche, plus de 400 articles scientifiques, vous avez écrit 14 ouvrages pour le grand public, où vous vous exprimez avec beaucoup de clarté, beaucoup de rigueur aussi, en essayant de communiquer justement ces connaissances acquises par la science pour le grand public, avec aussi un point de vue personnel sur la place justement de l'être humain dans l'univers. Et vous avez un cours dont j'imagine que beaucoup d'entre vous aimeraient être les étudiants. C'est un cours que vous donnez à l'Université de Virginie qui s'appelle « Astronomie pour les poètes », où vous essayez d'expliquer justement à la fois d'éveiller la curiosité de personnes qui n'ont pas nécessairement les connaissances en art physique, mais aussi de stimuler leur curiosité, leur émerveillement dans l'univers, pour l'univers dans lequel nous habitons. Voilà, ce titre de cours, Astronomie pour les poètes, reflète de mon point de vue deux facettes de votre activité. D'une part, ce désir de communiquer, et d'autre part, ce désir justement de stimuler cette curiosité. Il ne me reste plus qu'à vous céder la parole et je me réjouis déjà de vous écouter. Je me réjouis d'être parmi vous ce soir, d'être à Genève de nouveau. Vous savez, j'ai eu beaucoup de connexions avec la Suisse, comme Georges Ménet vient de le dire. Et donc, bien sûr, je voudrais remercier d'abord mon ami Yves Autramar et Inès Autramar qui donc sont instigateurs de cette soirée ce soir et donc qui a travaillé énormément avec l'Université de Genève pour m'inviter ici. Donc je remercie beaucoup Yves et Inès. Donc ce soir, je vais parler de la cosmologie moderne telle que la science contemporaine nous le raconte. Et je parlerai non seulement des faits scientifiques, cosmologiques, mais aussi des implications philosophiques et métaphysiques que cela entraîne vis-à-vis de notre place dans l'univers. Au début, si c'est un petit plan pour vous fixer les idées pour le déroulé de mon intervention. Donc, d'abord, je parlerai on pensait pendant 20 siècles qu'on était le centre du monde. Et puis, en 1543, Copernic déloge la Terre de sa place centrale, relègue au rang d'une simple planète. Et puis, depuis, l'astrophysique n'a cessé de rapetisser l'homme à la fois dans l'espace et dans le temps. Alors, ça a créé, bien sûr, chez certains des espoirs qui disent que l'univers n'a aucun sens, qui se suscite comme d'une guigne dans notre présence ici et que nous n'avons aucun rôle à jouer. Je ne partage pas cette opinion. Je pense que la cosmologie moderne a au contraire réenchanté le monde en démontrant notre interdépendance avec l'univers et puis en découvrant que l'univers, bien sûr, a été réglé de façon extrêmement précise pour l'apparition des étoiles et donc de la vie et de la conscience dans l'univers. Et puis, en dernier lieu, je conclurai avec ce que j'appelle mon pari pascalien. Voilà, donc, de tout temps et dans toute culture, l'homme a toujours essayé de prêter un visage familier à l'univers qui l'entoure afin de dissiper son angoisse des espaces infinis. Et il y a environ 10 000 ans, l'univers mythique régnait. Alors, à ce moment-là, les hommes pensaient que tout dans l'univers, tous les phénomènes naturels étaient la conséquence des actes de Dieu, soit leurs haines, leurs amours, leurs accouplements, leurs guerres, etc. Mais qui étaient donc, on subissait donc ces lois des dieux sans jamais les comprendre. Par exemple, ici, vous voyez la représentation donc, du ciel dans l'univers mythique égyptien. Donc, pour eux, le ciel était le corps d'une belle déesse, la déesse Nout, et les étoiles. Et les étoiles que vous voyez ici sont les bijoux donc, de la belle déesse. Et donc, le soleil va pendant la journée, donc le soleil le guidera pendant le jour au-devant du corps de la belle déesse et pendant son dos dans la nuit, c'est pourquoi on ne le voit pas. Après, bien sûr, ici, par exemple, un autre exemple d'univers mythique, l'univers mythique indien,
Ici, c'est la danse du dieu Shiva qui crée le monde. Vous voyez, il danse sur la forme de l'ignorance à travers une oreille de flamme qui est déjà une intuition extraordinaire parce que vous verrez le Big Bang, dans la théorie du Big Bang, l'univers est parti d'un état extrêmement petit, chaud et dense. Et dans ma partie du monde, dans l'Orient, bien sûr, ce n'est pas les dieux qui fabriquent le monde, mais deux forces polaires, ça s'appelle le yin et le yang, donc le symbole est représenté ici, qui est donc de l'interaction du yin et du yang résultent tous les phénomènes naturels du monde. Donc cet univers mythique dura environ jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors au 5e siècle avant Jésus-Christ, sur les bords de la Méditerranée, dans un pays qui s'appelait Ionie, qui s'appelle Grèce maintenant, il y a eu une poignée d'hommes extraordinaires qui a dit que la raison humaine pouvait comprendre les lois physiques qui réglaient l'univers et qu'il ne fallait pas justement s'abandonner aveuglément aux actes des dieux. Et donc, les Grecs se penchèrent sur la nature des choses. Par exemple, Démocrite et Leucippe eurent déjà l'intuition que la matière était composée d'atomes insécables, qui étaient les bases de la matière, et intuition qui ne fut confirmée que 20 siècles plus tard. Et puis, ils se penchèrent sur les mathématiques, bien sûr, les mathématiques étant le langage de la nature, et puis aussi sur l'univers, sur la cosmologie. Alors, pour eux, l'univers était géocentrique, donc on était le centre du monde, ce qui est peut-être compréhensible, parce que vous voyez, si vous regardez le ciel pendant la nuit, tous les étoiles se lèvent à l'est et se couchent à l'ouest et ont l'impression qu'ils tournent autour de nous. Vous voyez? Et donc, mais en fait, ce mouvement n'est qu'apparent. On sait maintenant que c'est à cause de la révolution, de la rotation de la Terre sur elle-même qui fait que les étoiles bougent dans le ciel. Mais les Grecs donc, avaient pensé que l'univers, donc la Terre était immobile au centre et que tout autour tournait autour de la Terre, comme le montre ce modèle par exemple. Vous voyez la Terre au centre. Et puis donc le Soleil tourne autour de la Terre. Et les planètes aussi tournaient donc sur les sphères centrées sur la Terre. Alors, parce qu'ils avaient besoin de sphères cristallines, les planètes étaient incrustées sur des sphères cristallines, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les planètes ne tombaient pas vers la Terre, bien sûr. Donc, ils étaient fixés sur des sphères et ces sphères tournaient autour du Soleil. Alors, au fur et à mesure que les observations des planètes devinrent de plus en plus précises, les Grecs quand même s'aperçurent que ce modèle n'était pas si, les choses n'étaient pas si simples que ça, qu'en fait, il y avait des choses qui clochaient, que les positions de planètes ne concordaient pas exactement aux positions prédites par ce simple modèle. Alors, ils inventèrent ce qu'on appelle des épicycles, c'est-à-dire au lieu de tourner directement incruster des sphères centrées sur la Terre, vous voyez maintenant, une planète comme Vénus, par exemple, tourne sur une sphère, donc un cercle ici, centré. Donc le centre lui-même tourne autour de la... se déplace sur un cercle centré sur la Terre. Donc vous pouvez additionner comme ça des tas d'épicycles pour reproduire toutes sortes de mouvements et de positions. Et donc il durent ajouter, je pense que la synthèse fut faite par l'astronome que vous voyez ici, c'est-à-dire Ptolémée, vous voyez, qui vivait environ au 5e siècle après Jésus-Christ, et qui dut ajouter quelque chose comme 27 épicycles, vous voyez. Donc, en fait, les modèles devenaient de plus en plus compliqués. Et en science, en général, quand les modèles deviennent de plus en plus compliqués pour expliquer des observations, ça veut dire qu'en général, on se trompe de théorie.
Parce que la nature, vous verrez, est très belle, très harmonieuse et en fin de compte décrite par des lois très simples. Et donc, mais ces modèles géocentriques furent adoptés par Aristote, qui exerça bien sûr sur la pensée occidentale une immense influence qui dura quelques 20 siècles jusqu'à la Renaissance. Donc, cet univers géocentrique donc, dura 20 siècles. Et donc, bien sûr, la pensée grecque diminua d'influence après l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Et puis, heureusement que le flambeau donc, passa aux Arabes, au Moyen-Orient. Et donc, les Arabes traduirent le savoir des Grecs et donc ils les préservèrent et puis après, donc, le retransmis de nouveau à l'Occident parce qu'il fut de nouveau retraduit en latin. Et donc, au Moyen-Âge, au XIIe, au XIIIe siècle, par exemple, vous voyez, c'était ça, la conception du cosmos. De nouveau, vous voyez l'univers géocentrique avec, par exemple, le Soleil incrusté sur le fer avec les autres planètes aussi. On connaissait que 5 planètes à ce moment-là, jusqu'à Saturne. Et puis, au-delà, vous voyez, le savoir dans le Moyen-Âge étant dans la main de l'Église, bien sûr, il y a eu des tentatives donc, de concilier la vue scientifique avec la vue biblique, donc avec Dieu créant l'univers. Donc, et puis, vous voyez ici, donc, résidant dans l'Empyrée qui est au-delà de la sphère des étoiles. Et Dieu avait une armée d'anges qui l'assistaient donc, dans le fonctionnement de l'univers. Vous voyez? Donc, au Moyen-Âge, on pensait que pourquoi les planètes, pourquoi les sphères sont en rotation? Parce que ce sont les anges ici qui les poussaient. Vous voyez? Ce sont vraiment des mécaniciens du ciel. Donc, ils poussaient les planètes, les sphères cristallines des planètes. Et donc, vous voyez, parce que c'était, bon, ça paraît risible, mais les gens croyaient vraiment que c'était comme ça que l'univers fonctionnait au Moyen-Âge. Donc, cette vision du monde donc, géocentrique dura jusqu'en 1543. Alors, 1543, il y a un chanoine polonais que vous voyez ici, du nom de Nicolas Copernic, qui dit qu'en voyant les observations dévier de plus en plus dans des prédictions de ce modèle, même avec 27 épicycles, vous voyez, disait que peut-être que nous sommes sur le mauvais chemin et peut-être que la Terre n'est pas au centre du monde, mais peut-être le Soleil. Vous voyez, donc pour la première fois, quelqu'un osait dire que l'univers n'est pas fait pour l'homme, que l'homme n'est pas le centre de l'univers, mais que la Terre n'est qu'une simple planète tournant autour du Soleil. Alors, vous savez bien que tenir ce genre de propos ne va pas très bien avec l'Église catholique qui, comme je vous dis, détenait le savoir à ce moment-là. En 1600, par exemple, déjà, fut brûlé au bûcher Giordano Bruno pour avoir osé dire qu'il existait d'autres planètes. Et sur cette planète, il y avait une infinité de vies qui toutes célébraient la gloire de Dieu. Donc, il fut brûlé, vous savez, à la place Campo di Formio à Rome, et que vous pouvez voir sa statue, d'ailleurs, commémorant cet événement, malheureusement. Et donc, mais Copernic, Copernic savait bien qu'il courait un danger, donc en fait, il a publié son système héliocentrique seulement, donc le Soleil au centre, seulement sur son lit de mort. Donc, de toute façon, l'Église ne pouvait plus rien faire contre lui. Et puis, son éditeur lui a fait mettre dans la préface que il ne croyait pas vraiment à un système héliocentrique. Vous savez, c'était seulement pour lui un artifice
pour calculer les orbites des planètes, mais vraiment, en son fort intérieur, il pensait que la Terre était le centre du monde. Vous voyez, on ne peut pas couper la poire en deux comme ça, en science, bien sûr. Donc, mais bon, donc, Copernic donc, ne fut pas brûlé par l'Inquisition. Mais ce fut un choc psychologique énorme, bien sûr, dans l'histoire de l'humanité, et puis les semences furent semées, en quelque sorte. Et maintenant, les scientifiques qui allaient émerger pendant la période de la Renaissance donc, vont découvrir de plus en plus de choses dans l'univers qui vont confirmer donc, l'univers héliocentrique que vous voyez ici. Vous voyez le Soleil, bien sûr, au centre du monde maintenant. Donc, ces astronomes sont par exemple Tycho Brahe, le premier observateur de l'univers qui comprit vraiment que toute théorie de l'univers doit être basée sur des observations très précises. Donc, il passa des 20 années, 30 années sur son dit de Venne que le roi de Danemark lui a donné pour observer les orbites de Mars, par exemple. Donc, les observations les plus précises avant l'invention du télescope. Donc, Tycho Brahe amassa une somme énorme d'observations, mais il mourut avant de pouvoir exploiter ces données, et c'est vraiment son assistant donc à la cour de Prague, Johannes Kepler, qui se servit de ce trésor d'observation pour déduire en fait, que les planètes tournaient bien autour du Soleil, et que plusieurs bastions aristotéliciens furent détruits. Détruits comme, par exemple, on pensait que les orbites étaient circulaires, parce que la forme la plus parfaite, c'est le cercle, vous voyez, mais en fait, et Kepler démontra que ce sont des ellipses. On pensait que le mouvement des planètes est uniforme, parce que le mouvement uniforme est le plus parfait aussi. Alors, mais Kepler démontra qu'en fait, les planètes accélèrent près du Soleil et décélèrent loin du Soleil. Donc, les bastions aristotéliciens tombaient un à un, donc avec la science moderne. Et puis, bien sûr, il y a la contribution de Galilée aussi. Galilée fut le premier à braquer un télescope vers le ciel, 1609, donc. Et bien sûr, il découvrit monts et merveilles, non seulement les montagnes sur la Lune, mais les taches solaires, mais surtout donc, les phases de Vénus, et qui ne pouvaient s'expliquer que si Vénus tournait autour du Soleil et non autour de la Terre. Et puis aussi, il découvrit les 4 plus gros satellites autour de Jupiter, qui s'appellent aujourd'hui les satellites galiléens. Et donc, il voyait bien que voilà des objets qui tournaient autour de Jupiter, pas autour de la Terre. Vous voyez donc, il clama haut et fort son support pour le système héliocentrique de Copernic. Et bien sûr, vous savez ce qui lui arriva. Il fut traduit, bien sûr, devant l'Inquisition, qui lui somma de renier publiquement le système héliocentrique. Et bien sûr, il ne voulait pas être brûlé, mais il fut mis il renia publiquement, mais pourtant il disait, et pourtant elle tourne, c'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil, mais pas le contraire. Et résident surveillé jusqu'à sa mort. Et donc, bien sûr, ça consomma dans le divorce entre la religion et la science, bien sûr, et l'Église a admis finalement ses erreurs il y a quelques ans, plus de 350 ans, aux descendants de Galilée. Après, je pense que Jean-Paul II a présenté officiellement ses excuses aux descendants de Galilée. L'Église n'avait pas à dire à Galilée ce qu'il devait trouver dans le ciel. C'est-à-dire l'Église nous dit comment on va au ciel, mais pas comment va le ciel. Voilà. Donc, après Galilée, donc, il y a le grand Newton, bien sûr, qui, avec sa théorie de la gravitation universelle, disait que c'est la seule et même force de gravité qui règle la chute d'une pomme dans le verger
ou le mouvement de la Lune autour de la Terre ou le mouvement des planètes autour du Soleil. Donc, avec maintenant cette vue héliocentrique du monde, mais partons à partir du système solaire à l'exploration de l'univers, comme les astronomes l'ont fait. Donc, bon, je passe très, très rapidement sur le système solaire. Vous savez, ici, c'est Mercure, vous l'avez reconnu, un monde infernal aussi. Donc, la température ici, c'est pendant le jour, c'est quelque chose de 430 degrés centigrades, 4,3 fois la température de l'eau bouillante. Vous voyez, bien sûr, de la vie est impossible, c'est seulement 0,3. Ainsi, la distance du Soleil à la Terre est 1. La distance donc une unité astronomique. La distance du Soleil à Mercure, c'est 0,3, donc un tiers seulement. Et puis, nous allons à Vénus, qui est aussi un monde infernal, 0,7 unités astronomiques. Donc, mais tout près de chez nous, hein, c'est 0,3 seulement. Et pourtant, c'est un monde infernal. La température de Vénus, c'est 450 degrés, encore plus chaude que la température de Mercure. Vous voyez, 4,5 fois la température de l'eau bouillante. Bien sûr, aucune vie ne pourrait être là. Alors, je ne sais pas si vous savez la cause comment ça se fait-il que Vénus, qui est plus loin du Soleil, est encore plus chaud que Mercure. Bien sûr, c'est l'effet de serre. Hein. L'atmosphère de Vénus est très, 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 très grande. C'est environ 90 fois l'épaisseur de la Terre et c'est fait 96% du CO2. Donc, pour ceux qui doutent encore de l'effet de serre du CO2, vous voyez, la nature a fait une expérience juste à nos côtés. Donc, en ne voulant vraiment pas verser la Terre vers ce genre de choses, et ça va être catastrophique pour la vie sur Terre. Donc, voilà, donc après Vénus, bien sûr, nous sommes sur Terre et c'est une vie habitable. Ce n'est pas par hasard que nous sommes ici sur la troisième planète à partir du Soleil, parce que c'est juste la distance où l'eau n'est ni trop chaude pour être complètement sous forme de vapeur, ni trop froide pour être sous forme de glace. Donc, il y a des océans liquides. Et en fait, bien qu'il y a eu du CO2 au début du gaz carbonique, au début de l'âge de la Terre, elle s'est dissoute sous forme de rochers calcaires au fond des océans. Et c'est pourquoi nous sommes ici pour en parler, pour parler de l'univers. Mais ce n'est pas par hasard que nous sommes ici. Donc, et puis Mars, bien sûr, on pensait jusqu'aux années 70 que la vie pouvait être sur cette planète, parce que quand on pensait E.T., on pensait toujours des petits hommes verts, des martiens, n'est-ce pas? Mais les images de 1970 des sondes Mariner nous ont bien montré qu'il n'y avait pas de canaux martiens ni de villes martiennes. Et donc, c'est toujours une destination intéressante parce qu'il y a peut-être des micro-organismes, donc ce sera bien parce que nous ne savons pas comment la vie a émergé sur Terre. Donc, et vous voyez ça, ce sont des lits de fleuves desséchés qu'on voit sur Mars. Et donc, on sait qu'il y a eu de l'eau courante, des océans, des fleuves, etc. Il y a peut-être 2 milliards d'années sur la surface martienne, mais jusqu'ici, on n'a pas trouvé encore de micro-organismes, même de micro-organismes. Donc voilà, donc vous voyez, donc la Terre est vraiment unique, c'est ce que je voulais, mon message. Et bien sûr, toutes les planètes géantes, ce sont des planètes gazeuses. Donc il n'y a même pas de surface solide, donc pas de possibilité de vie. Donc c'est vraiment, nous devons vraiment préserver cette Terre. C'est la façon dont les hommes la traitent maintenant va droit à la catastrophe. Donc, vous voyez, j'ai parlé donc du système solaire et jusqu'ici seulement, la distance Soleil jusqu'au bord du système solaire qui est environ, ça c'est Pluton, qui n'est pas une planète, mais un gros astéroïde à l'entrée du système solaire. Et vous voyez, ça c'est de l'ordre de 5 heures-lumière seulement. Donc, c'est pas beaucoup, mais
bien sûr, ça pose déjà des problèmes à la NASA. Si un pépin arrive, par exemple, vous voyez, il faut 5 heures pour aller jusqu'à la Terre. Et si on répond tout de suite, ça fait 5 heures encore, ça fait 10 heures déjà, aller-retour. Mais ça, c'est à l'échelle du système solaire. Donc maintenant, voyons plus loin encore. Donc nous savons qu'il y a des étoiles, n'est-ce pas? Il suffit de lever les yeux par une nuit claire vers le ciel. Si vous êtes en dehors des lumières des villes, vous devez voir de 2000 à 3000 étoiles. Et c'est ce qu'on voit dans les observatoires d'ailleurs. C'est toujours des vues merveilleuses dans les villes des observatoires. Mais en fait, ça, c'est seulement les étoiles proches qu'on voit à l'œil nu. Donc maintenant, si on fait le recensement de toutes les étoiles, en fait, on sait qu'il y a environ 200 milliards d'étoiles réparties dans une structure en forme de disque qu'on appelle la Voie lactée. Donc, et bien sûr, l'homme, l'ego humain ne s'avoue pas inclus, puisque nous sommes, le Soleil n'est pas la planète Terre n'est pas au centre du monde. Notre astre, le Soleil, doit être au centre de la Voie lactée, n'est-ce pas? Donc on pensait au début que la Voie lactée devrait être ici. Mais bon, patatras, les astronomes démontrent que les étoiles, donc, n'est qu'une simple étoile de banlieue parmi les 100 milliards d'étoiles que comporte la Voie lactée. Donc, notre Voie lactée est quelque part par là, vous voyez. Ça, c'est... Maintenant, les dimensions deviennent astronomiques, vraiment. Donc, ça, c'est 25 000 années-lumière. Pardon, le rayon, c'est 50 000 années-lumière. La distance centre galactique, Soleil, donc notre Soleil, notre système solaire par ici, c'est l'ordre de 26 000 années-lumière. Et bien sûr, le diamètre, c'est 2 fois le rayon, c'est 100 000 années-lumière. Donc, vous voyez, les dialogues intersidéraux deviennent de plus en plus compliqués. Là. Si vous voyez, s'il y a une civilisation ici, une civilisation ici, donc ça fait 100 000 années pour envoyer un signal ici. Si l'autre répond tout de suite, ça fait encore 100 000 années. Donc, ça fait question-réponse, ça fait 200 000 années. Vous voyez, donc vraiment, ça devient de plus en plus difficile, en fait, de communiquer avec E.T. maintenant que la dimension des galaxies devient de plus en plus grande. Et donc ça c'était la connaissance de l'univers vers la fin du 19e siècle. Alors, l'ego humain ne s'avoue toujours pas vaincu, bon, puisque ni la Terre n'est pas au centre du monde, ni le Soleil est au centre de la Voie lactée, bon, la Voie lactée doit contenir tout l'univers. Bon, puisque c'est notre galaxie, n'est-ce pas? Et donc, le débat ragé au début du XXe siècle, est-ce que tout l'univers était contenu dans la Voie lactée ou il y avait d'autres systèmes comme la Voie lactée au-delà de la Voie lactée? Alors, la réponse fut apportée par Edwin Hubble, donc un astronome américain dont c'est le nom de l'astronome d'après lequel est nommé le télescope spatial, bien sûr. Et il mesura la distance donc, à cette galaxie qui est la plus proche de la Voie lactée, semblable à elle, et donc qui s'appelle Andromède. Donc il obtint, peut-être, je donne la valeur moderne, une distance de 2 300 000 années. Et donc, 2 millions d'années-lumière. Donc, 2 millions d'années-lumière, c'est beaucoup plus grand que 100 000 années-lumière, n'est-ce pas? Donc, ce système doit être bien au-delà des limites de la Voie lactée. Donc, il démontra donc qu'il y avait d'autres systèmes, disons, extragalactiques qui existaient au-delà de la Voie lactée. Donc, les portes de l'univers extragalactique s'ouvrirent toutes grandes. Et maintenant, on sait que l'univers observable contient environ quelques centaines, 200, 300 milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards de soleils. Donc, vous voyez, la place de l'homme dans l'univers sera de plus en plus. Maintenant, si vous êtes au télescope, bien sûr, tout ça, ce sont des systèmes lointains maintenant. On ne peut plus les regarder à l'œil nu.
Andromède, c'est vraiment à la limite. Si vous savez où regarder, peut-être que vous pouvez dominer Andromède, mais toutes les autres galaxies, maintenant, c'est impossible. Il faut vraiment un télescope maintenant pour les voir. Et donc, ici, c'est une autre galaxie spirale, bien sûr, où que vous pointez le télescope maintenant, il y a des télescopes. Ça, c'est des galaxies elliptiques. Ici, vous voyez, Georges Ménet mentionnait tout à l'heure 1/18, vous voyez, ce sont des galaxies naines maintenant. Et vous voyez, je parlais de l'âge, on parlait de l'âge, c'est très bleu comme couleur, hein, donc c'est pourquoi on pense qu'il n'y a pas beaucoup d'étoiles très vieilles dans cette étoile. Je l'appelle une bébé galaxie. Voilà, donc ces galaxies ne sont pas distribuées au hasard donc, dans l'univers. La gravité les rassemble, les structures en une immense toile cosmique, une architecture qui n'est pas au hasard. Donc, vous voyez ici, par exemple, c'est ce qu'on appelle un amas de galaxies. Et vous voyez, chacune de ces taches lumineuses diffuses là, contient des centaines de milliards de soleils. Donc, ici, un amas peut contenir des milliers de voies lactées, par exemple, et sa taille peut être maintenant une trentaine de millions d'années-lumière. Vous voyez? Donc, l'univers devient de plus en plus grand, les structures deviennent de plus en plus grandes, et bien sûr, l'homme devient de plus en plus petit. Donc, ici, ça, c'est une image très profonde, je pense 240 orbites de Hubble, qui donc, si vous regardez un coin du ciel, qui est très petit coin du ciel, équivalent à une pièce, je pense, d'un euro, par exemple, mais qui sera à 100 mètres. Vous voyez, donc un très petit angle, vous verrez déjà 10 000 galaxies. Donc, vous voyez, c'est énorme. Je vous ai dit, alors, si vous comptez ce genre de galaxies, l'univers observable devrait contenir 200 à 300 milliards de galaxies. Voilà. Donc, et la structure, vous voyez, si nous sommes ici au centre et vous regardez dans l'espace, vous voyez, il y a des structures de filaments, de murs de galaxies qui s'étendent sur des millions d'années-lumière, qui bordent ce qu'on appelle des vitres de galaxies de dizaines de millions d'années-lumière aussi. Donc, il y a vraiment une architecture, une immense toile cosmique que les astrophysiciens essaient de comprendre à travers l'action de la gravité. Alors, oui, donc ça aussi, c'est une autre représentation. Vous voyez des murs de lumière, centaines de millions d'années-lumière, avec des grands vides aussi, des dizaines de millions d'années-lumière. C'est ça la structure des galaxies. Vous voyez, ça c'est pris par Hubble de nouveau. Vous voyez, il y a des galaxies vraiment un peu partout. C'est extraordinaire. Et donc, ça c'est juste un résumé des choses, des échelles que vous avez dit. Vous voyez, le système solaire, c'est quelques heures-lumière, mais la Voie lactée, c'est l'ordre de 100 000 années-lumière. Vous voyez, la distance Soleil, centre galactique, 25 000 années-lumière. L'espace est très vite. La distance du Soleil à l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, c'est environ 4,3 années-lumière. Donc, la lumière met 4 années-lumière. Et puisque, avec la technologie actuelle, vous savez, nous pouvons au plus aller un 10 millième de la vitesse de la lumière. Ça veut dire que si, avec la technologie, il faut 40 000 années pour aller jusqu'à la prochaine étoile, du Soleil jusqu'à la prochaine étoile. Donc, beaucoup de temps, bien sûr. Donc, on ne va pas faire ça en génération. C'est pourquoi toujours les films de science-fiction ont toujours des voyages où les gens sont frigorifiés, vous voyez, pour essayer de stopper donc, le vieillissement des cellules, etc. Bon, mais ça, c'est encore la science-fiction. Donc, tout ça, vous voyez, les échelles deviennent de plus en plus vertigineuses. Voie lactée Andromède, 2 millions d'années-lumière, je vous ai dit, le groupe de galaxies, les amas de galaxies, des dizaines de millions d'années-lumière. Les amas peuvent s'assembler sous la gravité en des super amas de galaxies aussi des centaines de millions d'années-lumière, etc. Et donc, l'univers observable, la lumière est partie il y a 13,8 milliards d'années. Bon, les chiffres ont légèrement changé, mais bon, c'est environ 14 milliards d'années. Ça, c'est l'âge de l'univers. Donc, nous voyons seulement
la partie de l'univers où la lumière a eu le temps de nous parvenir. Donc, rapetissement considérable dans l'espace et dans le temps. Alors avec ça, avec ces découvertes, donc l'homme a reconstitué une histoire cosmique, donc l'histoire du Big Bang, donc, que Yves a mentionné tout à l'heure. Et donc ici, je vous rappelle brièvement, donc la découverte de cette théorie, c'est grâce à la découverte fondamentale de Hubble de nouveau, vous voyez. Après avoir découvert la nature des galaxies, il mesure leur vitesse d'éloignement. Et on peut le faire parce que la lumière est décalée vers le rouge si la source de lumière, la source lumineuse des galaxies s'éloigne de vous. Et le décalement vers le rouge est d'autant plus grand que la vitesse est plus grande. Donc, il peut mesurer donc, la vitesse et la distance. Il s'aperçoit que plus la galaxie est distante, plus elle s'éloigne vite. Voyez? Et donc, ça veut dire que ça a une conséquence fondamentale parce que si on calcule le temps mis par une galaxie quelconque mis pour aller de son point de départ jusqu'à son point actuel maintenant, bon, on prend la distance, on divise par la vitesse, n'est-ce pas? Et donc, mais puisque la distance est proportionnelle à la vitesse, ça veut dire que le temps est exactement le même pour toutes les galaxies. Donc, si on tourne le film en arrière dans le temps, voyez, on fait inverser la direction du temps, tout se retrouve au même point, au même instant. Donc, la théorie du Big Bang, c'est-à-dire que l'univers est parti d'un point extrêmement petit, et puis l'espace est dilué à travers un grand boom. Un boom, c'est un peu trompeur, en fait. En fait, c'est un silence complet, une explosion, mais dans un silence complet, parce qu'il n'y avait aucune matière pour transmettre le son encore à ce moment-là. Mais bon, il y a donc cette expansion de l'univers, et cette expansion se poursuit encore de nos jours. Vous voyez, il y a de plus en plus d'espace qui se crée entre les galaxies à mesure que les secondes s'égrènent. Et donc, cette théorie du Big Bang, les astrophysiciens, les physiciens l'extrapolent jusqu'à 10 puissance moins 43 secondes, pas au temps zéro. Hein, temps zéro, parce que justement, vous voyez, il y a le mur de la connaissance maintenant. Yves Oltrama a mentionné tout à l'heure que l'infiniment petit a généré l'infiniment grand. Et en fait, pour l'instant, la physique contemporaine repose sur deux théories distinctes qui décrivent ces deux régimes. Vous voyez, l'infiniment petit, c'est la mécanique quantique, c'est la physique des atomes, des particules. Et l'infiniment grand est décrit par la théorie de la relativité d'Einstein. Et pour l'instant, on ne sait pas encore unifier ces deux théories. Et c'est pourquoi il y a ce mur de Planck qui a un temps très très petit, 10 puissance moins 43 secondes. Vous voyez le chiffre 1 survient seulement après 43 zéros. Et donc, on ne sait pas justement l'origine des choses. C'est ce mystère insondable dont Yves parlait tout à l'heure. Et donc, mais on sait, avec nos lois, la physique connue, qu'on pense que c'est un vide, mais pas un vide dénué de tout, comme nous le pensons, mais un vide rempli d'énergie au début, ici. Donc, 10 puissance moins 43 secondes. Il y a eu une période d'expansion exponentielle très, très, très vite, de 10 puissance moins 34 secondes à 10 puissance moins 32 secondes, qu'on appelle l'inflation. Donc, l'univers est devenu gros, d'une taille d'un milliard de fois plus petit qu'un atome à la taille d'un ballon de football environ, en 10 puissance moins 32 secondes. Et donc, le vide, non seulement a généré l'expansion, mais aussi parce qu'il a été rempli d'énergie, l'énergie se convertit en matière. Donc ça, c'est la fameuse formule d'Einstein, vous savez, E égale mc2, donc l'énergie d'une masse m, et vous multipliez par le carré de la vitesse de lumière, vous obtenez l'énergie. Et donc, ça génère toute la matière, les quarks, les électrons qui sont les briques de la matière, et ça, c'est environ 1 millionième de seconde après le Big Bang. Et puis, les quarks s'assemblent 3 par 3
pour donner les neutrons et les protons dont nous sommes tous faits. Cette table est faite, tout le réel est fait de neutrons et de protons et d'électrons, et puis les noyaux d'atomes. Donc, il y a l'hydrogène, qui est juste un proton, ou l'hélium, qui est 2 protons et 2 neutrons. Et donc, et les atomes se forment seulement ici. L'univers était complètement opaque, donc la lumière ne pouvait pas se propager, mais à l'an 380 000, les électrons l'univers s'est assez refroidi parce que je ne vous ai pas dit ça, mais à mesure que le temps passe, bien sûr, l'univers en expansion devient de plus en plus grand et il se refroidit de plus en plus. Vous voyez, au début, il y a 10 puissance 32 degrés Kelvin, donc plus chaud que tous les enfers que Dante peut imaginer. Et puis, donc, vous voyez, mais il diminue très vite. Et déjà, après 3 minutes, c'est seulement 1 million de degrés. Et puis ici, c'est de l'ordre de la température de la surface du Soleil, quelques milliers de degrés seulement. Donc, vous voyez, et puis donc, maintenant, la structure, maintenant que l'univers, à mesure que l'univers se refroidit, ça permet à la structure de se former. Parce que, en fait, température veut dire un mouvement violent. Grande température veut dire mouvement violent. Donc, si l'univers est trop chaud, vous voyez, tout ce que vous construisez se brise tout de suite parce que les collisions sont trop violentes. Et ici, après donc, 380 000 ans, la structure les atomes, les molécules peuvent se former, liées par la force électromagnétique, les forces nucléaires fortes et faibles aussi. Et puis donc naissent les premières étoiles, les galaxies. On ne sait pas trop l'ordre à laquelle ça survient, mais bon, et le temps exact, mais c'est de cet ordre, vous voyez. Et puis, donc après, donc les étoiles, les galaxies se forment et commencent à former cette toile cosmique que je vous ai montrée tout à l'heure. Et puis, donc, il y a 4,5 milliards d'années, donc 9,3 milliards d'années après le Big Bang, donc le système solaire se forme. Et puis, il y a 3,8 milliards d'années, donc 10 milliards d'années après le Big Bang, les premières cellules vivantes apparaissent et nous sommes ici maintenant, l'âme conscience, s'interrogeant sur l'univers. Donc, ça, c'est très brièvement l'histoire du Big Bang tel qu'on le connaît maintenant. Et donc, je voulais vous dire aussi qu'il ne faut pas croire que toutes les galaxies dont je vous ai parlé constituent tout l'univers, parce qu'en fait, les centaines de milliards de galaxies qui chacune constituée de centaines de milliards de soleils, vous voyez, ne constituent que 1,5% de la matière. La matière lumineuse, donc, celle qui brille, les étoiles qui brillent, ne constitue que 0,5%, 1,5% du contenu total de l'univers. En fait, on sait maintenant que tout le reste, bon, il y a la matière noire ordinaire. La matière noire, c'est quelque chose qui ne brille pas dans le visible, en tout cas, et dont on connaît la présence par la gravité qu'elle exerce seulement sur le mouvement des étoiles et le mouvement des galaxies. Donc, si on étudie le mouvement des étoiles et des galaxies, on déduit qu'il y a beaucoup de matière, mais qui n'émet aucune sorte de lumière. Et donc, vous voyez, mais elle est quand même composée de protons et de neutrons. On sait qu'il y a 4,5% matière noire ordinaire, donc de protons et de neutrons. Mais aussi, il y a la matière noire mystérieuse, dont on ne connaît aucun élément de la nature. Donc, on pense que c'est peut-être des particules très massives nées dans les premières fractions de seconde du Big Bang, mais on ne sait pas trop. Alors, il y a des espoirs sur le LHC, qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs, qui est l'accélérateur de particules qui atteint les plus hautes énergies au monde. Et peut-être certaines de ces particules vont daigner se montrer dans les entrailles du LHC. Mais pour l'instant, on ne connaît pas du tout la nature de matière noire exotique. Alors, on pensait que c'était tout, il n'y avait que la matière, vous voyez. Et puis, en 1998, donc, il y a 2 équipes d'astronomes. Et la matière, s'il y avait que la matière, l'univers devrait exercer une gravité attractive. C'est comme, vous voyez, là, je suis attiré vers le centre de la Terre, c'est pourquoi je ne flotte pas en l'air. Mais
Mais donc, les gens pensaient que la matière s'attirant, étant attractive, devait desserrer donc l'expansion de l'univers dont je vous parlais tout à l'heure. Patatras, ils découvrent le contraire. Ça a pris presque tout le monde par surprise. Et au lieu donc de décélérer l'expansion et en accélération. C'est comme si dans votre voiture, vous voyez, au lieu d'appuyer sur le train pour s'appuyer au feu rouge, vous appuyez par mégarde sur l'accélérateur qui passe le feu rouge. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc il faut une force anti-gravité maintenant, une force répulsive. Donc de nouveau, on ne connaît aucunement la nature. On sait que ça constitue environ 68% de l'énergie noire du contenu de l'univers, mais on ne sait aucunement la nature. Donc vous voyez, on ne connaît aucunement la nature de 95% du contenu de l'univers. Vous voyez que l'astrophysicien a encore bien du pain sur la planche. Malgré toute notre connaissance, nous ne connaissons pas 95% de l'univers. Donc, l'astrophysicien ne sera pas de sitôt au chômage. Voilà, donc rapetissement dans l'espace veut dire aussi rapetissement dans le temps, parce que les deux, en cosmologie, sont toujours connectés par la vitesse et la lumière. Et donc maintenant, pour vous illustrer en fait la petite place que l'homme occupe dans toute cette histoire cosmique, je vais réduire donc les 13,8 milliards d'années de l'univers en une année seulement. Voyez? Et donc le Big Bang se produit le 1er janvier, et puis nous sommes maintenant à minuit le 31 décembre. Donc vous voyez, regardons l'histoire. Le Big Bang, le 1er janvier, les semences de galaxies, il faut des semences de galaxies, ce qu'on appelle des irrégularités, pour que ces galaxies grandissent par la gravité, pour donner toutes ces structures cosmiques que nous observons dans l'univers. Donc, 1h45, puis la formation de Voie lactée, peut-être le 1er avril. La formation du système solaire, vous voyez, le Soleil ne vient au monde qu'après 3/4 de l'année, c'est écoulé déjà. Il vient le 9 septembre, la première cellule de vie, il y a 3,8 milliards d'années, c'est le 25 septembre. Puis les plus vieux fossiles bactériales bleues, le 9 octobre. L'invention du sexe par les micro-organismes, c'est très, très important parce que c'est ça qui permet la diversification. Auparavant, les cellules, pour se multiplier, se divisaient en deux. Donc, les deux moitiés étaient exactement semblables. Il n'y a pas de complexification, pas d'ascension vers la complexité. Tandis qu'avec le sexe, les gènes peuvent se mélanger maintenant, donc ça génère de la nouveauté, vous voyez, du nouveau. Et donc, voilà, donc le 1er novembre, les plus vieilles plantes, le 12 novembre, et puis toute l'évolution darwinienne dont Darwin parle survient seulement dans la deuxième moitié du dernier mois de l'année. Donc, les poissons vertébrés, 19 décembre, les premiers insectes, le 21 décembre, les premiers arbres, le 23 décembre, les dinosaures, ils régnaient sur Terre, donc il y a quoi, 65 millions d'années, 250 millions d'années à 65 millions d'années. Puis donc, il y a le 24 décembre, et il y a 65 millions d'années, tout d'un coup, ils ont disparu et on pense que c'est un énorme astéroïde qui a percuté la Terre, donc il y a 65 millions d'années, tuant les dinosaures. Ce n'est pas l'impact direct qui a tué les dinosaures, c'est que quand vous avez un astéroïde de plus d'une dizaine de kilomètres qui percute la Terre, ça soulève tellement de poussière, la poussière répartie par les vents autour du globe, ça coupe l'énergie solaire, donc la chaleur solaire, la Terre se refroidit et les plantes ne peuvent plus prospérer. Donc, sans nourriture, les dinosaures et les 3/4 des espèces vivantes ont été rayés de la carte. Et donc, voilà, donc subsistaient des rats, nos ancêtres les plus directs, les mammifères, vous voyez, et dans des rochers qui se nourrissaient de noix, et donc ils pouvaient survivre, et donc c'est ça qui nous a mené, donc voilà, les mammifères, les premiers oiseaux, le mort dinosaure, dans 65 millions d'années, les primates, le 29 décembre, vous voyez, et puis les premiers hommes, donc c'est vraiment la dernière heure et demie avant la fin de l'année.
voyez, donc, les premiers hommes commençaient quoi, à marcher donc, dans la savane africaine il y a peut-être 6 millions d'années, des choses comme ça. Et puis, les peintures de Lascaux. Et ça, je dis comme l'émergence de la conscience. Vous voyez, que l'homme commence à se soucier des choses, se poser des questions en dehors de la simple survie, c'est-à-dire chasser et puis vivre, mais commencer à se poser des questions. Où vais-je, ou qu'est-ce qui se passe après ma mort, etc. Donc ça, c'est l'émergence de la conscience, et ça, par exemple, les peintures de Lascaux symbolisent ça, et ça, Lascaux, c'est quoi? C'est 15 000 à 20 000 ans, il y a 15 000 à 20 000 ans, donc c'est pas très loin tout ça. Et puis la civilisation égyptienne, c'est quoi? Quelques milliers d'années. J'ai commencé avec ça, vous voyez, c'est 10 secondes après la fin de l'année, et puis les sages qui nous ont éclairés, qui nous éclairent encore de nos sagesses, Bouddha, donc il y a quoi, 2500 ans, 5 secondes avant la fin de l'année, le Christ, il y a 2016 ans, 4 secondes avant la fin de l'année, puis la Renaissance, la naissance de la science, je vous ai parlé tout à l'heure, 1 seconde après l'année, et maintenant nous sommes à minuit, nous avons conquis l'espace, nous sommes en train de rechercher E.T., mais l'intelligence étant à double tranchant, vous voyez, nous mettons en danger la Terre aussi comme notre habitat. Donc, que penser? Alors, tout ça, ce n'est pas fini, parce que l'astrophysique continue à nous rapetisser de plus en plus. Maintenant, il y a l'histoire des multivers. Auparavant, quand on parlait de l'univers, on parlait de notre univers, vous voyez. Et maintenant, on pense qu'il y a encore une infinité d'univers parallèles au nôtre. Bon, on pense, hein, pour l'instant, ce n'est pas du tout démontré, et je ne sais même pas si c'est un concept qui est démontrable. Mais en tout cas, donc, je vais passer brièvement. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure j'ai en fait. Quelqu'un peut me dire l'heure? Mais non. Mais donc, parlons du multivers maintenant. Le multivers inflationnaire. Donc, l'inflation, tout à l'heure, je vous ai dit, hein, au début, il y a eu une expansion exponentielle de l'espace dans l'univers, ce qu'on appelle l'inflation. Et certains physiciens ont même proposé maintenant que chacun des points de l'espace génère un nouveau univers, vous voyez. Donc, ça génère 3 univers qui génèrent encore 3 univers. Chacun, enfin, ça se multiplie de plus en plus, et ce qu'on appelle l'inflation éternelle. Donc, il y a une infinité d'univers, de bulles, dans un méta-univers. Donc, notre univers est ici, mais il y a une infinité d'autres parallèles. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on appelle un multivers. Et donc, c'est le multivers dans le scénario inflationnaire. Alors, il y a le multivers de Brane aussi. Le Brane, c'est une invention de la théorie des cordes qui dit que, vous savez, les particules ne sont pas des points, mais des manifestations de vibrations de cordes infiniment petites, 10 puissance moins 33 cm. Alors, la théorie des cordes suppose 7 dimensions spatiales dans les plus simples modèles, 7 dimensions spatiales extra, et ces dimensions, on ne les voit pas parce que c'est ce qu'on compactifie. Alors, chaque compactification, la façon dont ces 7 dimensions extra s'arrangent, crée un nouvel univers. Donc, il y a aussi une infinité d'univers parallèles des Brane, si vous adoptez cette théorie. Donc, et puis, il y a ce qu'on appelle des univers qui bifurquent, c'est-à-dire, ça, c'est pour expliquer pour ne pas avoir une interprétation probabilistique de la mécanique quantique, parce que, vous savez, les particules peuvent être décrites soit particules, mais si vous ne l'observez pas, tout ce que vous pouvez dire, c'est une probabilité décrite par une onde. Donc, elle peut être partout dans la salle. Alors, il y a certains gens, dont Einstein d'ailleurs, et Schrödinger, c'est celui qui a écrit l'équation d'onde, qui n'aime pas cette équation probabilistique. Donc, il y a un physicien qui dit que chaque fois qu'il a choix ou décision, l'univers se divise en deux. Vous voyez? Et donc,
il y a une multiplicité d'univers comme ça. Donc, il y a un univers où vous serez là et m'écoutez, mais il y a un univers où vous serez allé à la piscine ou au cinéma, etc. Vous voyez, chaque fois qu'il y a choix, l'univers se divise en deux. Alors, ces univers peuvent différer par un seul électron ou un seul proton, donc il n'y aura pas une grande différence. Mais elles peuvent différer aussi par les constantes physiques qui les caractérisent ou les lois physiques qui les caractérisent. Et à ce moment-là, la différence sera plus signifiante. Donc, voilà. Donc, ce sont des théories qui surgissent maintenant en physique, vous voyez, qui disent que peut-être l'univers n'est pas le seul. Alors, mon problème avec le multivers, bien sûr, c'est non observable, non falsifiable. Je ne vois pas comment, vous savez, avec nos télescopes, nous pouvons voir seulement dans l'univers observable, donc à une distance maximale si l'univers est statique, de 14 milliards d'années-lumière, mais parce que l'univers est expansion, on peut voir jusqu'à 47 milliards d'années-lumière, mais c'est tout, hein, on ne peut pas voir au-delà. Donc, comment voir des univers qui sont au-delà on ne peut même pas voir tout notre univers, parce que justement, ça dépend de l'âge de l'univers. Plus l'univers âge, l'horizon cosmique recule et on voit de plus en plus de galaxies. Mais donc on ne peut pas voir notre propre univers, alors encore moins des univers parallèles. Donc ça va, s'il n'y a pas d'observation, c'est difficile de dire qu'il existe vraiment, parce qu'on va dans la métaphysique là, parce qu'il n'y a aucune expérience. Donc voilà, donc c'est ça le problème du multivers. Alors maintenant je passe aux conséquences philosophiques. Alors, que penser de tout ça? Vous voyez, bon, je vous ai exposé jusqu'ici toutes les connaissances que l'homme a acquises par l'observation de l'univers. Alors, bien sûr, il y a en général un désenchantement. Blaise Pascal, au XVIIe siècle, bien sûr, ne connaissait pas tous, je veux en parler, certainement pas l'existence des galaxies, mais déjà, le silence éternel des espaces infinis l'effrayait. Et puis, donc, plus proche de nous, donc Jacques Monod, qui a écrit un célèbre ouvrage dans les années 70, qui s'appelle « Le hasard et la nécessité », qui conclut de façon très pessimiste, donc l'homme est perdu dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard. Donc tout est hasard, rien n'a de sens. L'univers n'a que faire de nous, de notre présence. Vous voyez, nous sommes juste qu'un événement aléatoire dans tout cela. Et Steven Weinberg, qui est un prix Nobel de physique, renchérit aussi, il dit « Plus on comprend l'univers, plus il nous apparaît dépourvu de sens ». Donc, une vie assez désespérante, assez pessimiste finalement. Vous voyez, l'univers n'a que faire de nous, en fait. Nous n'avons aucun rôle à jouer. L'univers, pour nous, n'a aucun sens. Moi, je ne partage pas tout à fait ce point de vue. Et donc, je pense au contraire que la cosmologie moderne a réenchanté le monde. Donc, et je vous ai déjà dit que l'homme est poussière d'étoiles, ou Yves l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes faits des atomes faits par la chimie nucléaire des étoiles. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que le Big Bang ne fabriquait l'hydrogène et l'hélium. S'il n'y avait que l'hydrogène et l'hélium, nous ne serons pas là pour en parler, pour sûr, parce que l'hydrogène est un élément trop simple pour avoir la chimie complexe de la vie et de la conscience, et l'hélium est un élément très stable qui ne réagit pas beaucoup chimiquement. Donc, il y aura des nuages d'hydrogène et d'hélium, mais je pense que pas beaucoup autre chose. Donc, c'est vraiment, il faut que l'univers produise des étoiles. Et puis, l'autre facteur, c'est que l'univers a été réglé de façon extrêmement précise pour l'apparition de ces étoiles. Donc, je vais vous exposer ça. Donc, ici, je vous montre des pouponnières stellaires, donc des étoiles jaunes qui naissent, donc un peu partout dans la Voie lactée. Et donc, ici, ce sont les étoiles jaunes qui apparaissent. Et donc, ces étoiles vivent leur vie, convertissent l'hydrogène en l'hélium. L'hélium a encore plus d'autres éléments plus lourds,
ça dépend de la masse de l'étoile. Mais tout ça, c'est la chimie nucléaire et ça va jusqu'au fer. Et puis, pour les éléments plus lourds que le fer, c'est fabriqué dans des supernovas. Ça, c'est la mort explosive des étoiles massives, en fait. Et il y a assez d'énergie pour fabriquer tous les autres éléments de la table périodique. Donc, en fait, vous voyez, les étoiles sont nos ancêtres, sans eux, nous ne sommes pas là pour en parler. Nous partageons tous la même géologie cosmique avec les fleurs des champs ou avec les bêtes sauvages, vous voyez, parce que nous sommes faits des mêmes atomes. Donc, il y a une connexion cosmique, nous sommes interdépendants de l'univers. Et j'aime bien citer ce vers de William Blake parce que je pense que de temps en temps, l'intuition poétique aussi rejoint, il ne connaissait pas tout ça, toute cette physique, bien sûr, mais rejoint l'intuition scientifique, les découvertes scientifiques, vous voyez. Il disait, c'est un poème assez fameux de William Blake, poète du XVIIIe siècle en anglais, voir un univers dans un grain de sable et un paradis dans une fleur sauvage, tenir l'infini dans la paume de la main et l'éternité dans une heure. Vous voyez, donc, si vous regardez un grain de sable, il est fait de silicate, et ce silicate, donc, est fait à travers les successions de générations d'étoiles donc, dans l'univers. Donc, et puis l'autre chose qui, je pense, à mon sens, a réenchanté le monde, c'est que l'univers a été réglé de façon extrêmement précise pour l'émergence de la vie et la conscience. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la vie et la conscience donc, a besoin donc, des atomes complexes et donc de la formation d'étoiles. Hein. Donc, et en fait, on s'est aperçu que la formation des étoiles... J'ai combien de minutes encore? C'est comme ça je saurais. C'est 10 minutes? OK, non, je peux terminer dans 10 minutes. Donc, les propriétés de l'univers sont déterminées, vous voyez, soit par une quinzaine de constantes physiques qui sont des normes dans la nature. Ces normes sont, par exemple, la masse de l'électron, la masse du proton, donc les masses et la charge de l'électron, et puis les constantes comme la constante de gravité qui détermine l'intensité et la force gravitationnelle, ou la constante de Planck qui détermine la taille des atomes. Enfin oui, la vitesse de la lumière, par exemple, vous voyez. Pourquoi elle se déplace à 300 000 km par seconde au lieu de 3 mètres par seconde, on ne sait pas. C'est donné avec, il n'y a aucune théorie qui explique la valeur de ces constantes. Nous les mesurons très précisément dans le laboratoire, mais nous n'avons aucune théorie pour les expliquer. Et donc, il y a ces constantes physiques et puis des conditions initiales, c'est-à-dire, bon, l'univers est parti avec un certain montant d'énergie noire, de masse noire exotique, de masse noire ordinaire, enfin, tous les composants de l'univers que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, ce sont des propriétés que les faits ont données à l'univers à sa naissance. Donc, de nouveau, on les accepte parce qu'ils déterminent toutes les propriétés de l'univers que nous avons. Et donc, alors comment on sait que ça dépend très précisément de ça? Parce que les gens ont varié un tant soit peu ces constantes physiques, ces conditions initiales pour voir le genre d'univers que ça va produire, vous voyez. Et en fait, on s'aperçoit que pour certaines quantités ou constantes, par exemple le réglage de densité initiale de l'univers, ça doit être réglé à 10 puissance moins 60 près. C'est-à-dire si vous changez la 60e décimale, un chiffre de la densité initiale, le destin de l'univers bascule. C'est-à-dire soit s'il est plus grand que la densité initiale observée, l'univers s'effondre en trop peu de temps et donc les étoiles n'ont pas de temps de se former. Soit la densité initiale est un peu plus petite que la densité observée et l'univers en expansion n'aura pas la densité nécessaire pour que les étoiles s'effondrent sous la gravité et forment les étoiles. Vous voyez? Et donc, de nouveau, c'est réglé de façon extrêmement précise. Pas toutes les constantes sont réglées de façon précise. J'ai pris, bien sûr, l'exemple le plus frappant. Mais, en tout cas, il y a un réglage
des conscients. Alors, ce qu'on appelle le principe anthropique. Oui, j'ai dit ça ici. Du grec anthropos, homme. Alors, il y a deux versions, je ne vais pas rentrer dans le détail, je n'ai pas le temps. Mais donc, si on adopte le principe anthropique fort, ça veut dire que l'univers tend vers l'homme. Donc, voilà. Donc, selon moi, donc, il y a deux choix métaphysiques, soit le hasard, la nécessité, pour reprendre les deux termes de Jacques Monod. Voyez. Alors, scientifiquement, le hasard est parfaitement OK, parce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, si vous adoptez l'hypothèse du multivers, une infinité d'univers parallèles, et chaque univers ayant une différente combinaison de constantes physiques et de conditions initiales, alors il se peut très bien que donc, la plupart, la vaste majorité de ces univers parallèles ont la combinaison perdante. Et donc, il n'y a pas de formation d'étoiles, donc pas de vie et de conscience. Sauf donc par hasard dans notre univers où la combinaison gagnante, et nous sommes le gros lot en quelque sorte. Donc, vous voyez, donc c'est parfaitement impossible, mais il faut que vous postuliez à ce moment-là une infinité d'univers parallèles. Au moins 10 puissance 60 univers, au moins, pour varier toutes les constantes physiques, etc. Donc, dire que c'est par hasard, c'est comme si vous allez jouer à la loterie. Vous voyez, il y a beaucoup de billets de loterie que le gouvernement émet, et par hasard, vous achetez donc celui qui a la bonne combinaison. Mais bien sûr, il y a beaucoup de billets pour que le gouvernement gagne quand même de l'argent. Donc voilà, donc c'est soit le hasard, ou soit la nécessité. Mais si vous adoptez seulement un seul univers, je ne vois pas, pour expliquer ce réglage très précis, il faut vraiment, je pense, un principe créateur qui a réglé l'univers dès le début. Attendez. Alors pour moi, ce principe créateur, ce n'est pas Dieu, un Dieu barbu qui édicte des lois, etc. Ce n'est pas revenir de nouveau au concept de l'univers mythique où Dieu décide tout, et puis donc, voilà. Mais c'est plutôt un principe panthéiste, vous voyez, à la Einstein ou Spinoza. C'est-à-dire, Einstein dit par exemple, donc c'est ce qui se manifeste dans les lois de la nature. Donc, Einstein dit par exemple, je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, non en un Dieu concerné par le destin et les actions des hommes. Alors, bien sûr, vous l'avez deviné, hein, mon pari pascalien, parce que c'est Pascal qui a inventé ce pari. Soit vous pariez sur Dieu ou vous ne pariez pas. Moi, je parle d'un principe créateur étant bouddhiste, je ne parle pas de Dieu. Alors, mon pari pascalien, c'est la nécessité. Je ne crois pas au hasard. Et donc, pourquoi j'ai quand même des arguments pour justifier mon choix. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, hein, le hasard implique le multivers. Et donc, le multivers est non observable. Donc, pour moi, la science qui ne repose pas sur l'observation devient métaphysique. Et c'est contraire au rasoir d'Occam, qui est un principe d'Occam. Occam est un philosophe du Moyen-Âge, du XIIIe siècle, qui dit que, en résumé, hein, si on peut faire simple, pourquoi faire compliqué? Alors, pourquoi créer une infinité d'univers parallèles juste pour avoir un qui soit fertile, vous voyez, qui est conscient de lui-même? Donc, ça va à l'encontre du rasoir d'Occam. Et puis, chaque fois que je vais au télescope, c'est difficile pour moi de croire que tout est hasard. Vous voyez ces magnifiques galaxies se profiler sur l'écran de télévision devant vous. Et chaque fois que, bien que je vais à l'observatoire depuis des dizaines d'années maintenant, chaque fois que je vois ça, il y a toujours des frissons qui parcourent mon dos. Vous voyez, c'est vraiment très, très beau, et je vous ai montré des diapositives. J'espère convaincre la beauté de l'univers. Il y a l'harmonie, hein, les lois ne varient ni dans l'espace ni dans le temps. Bien sûr, on peut regarder en différentes directions, on ne voit pas
de variation de loi physique. Et dans le temps aussi, parce que la lumière met du temps pour parvenir. Donc, quand vous voyez faible, vous voyez loin, et quand vous voyez loin, vous voyez tôt, pour remonter dans le temps. Donc, et on ne voit pas aussi beaucoup de variations de constantes physiques. Et puis, il y a l'unité. Vous voyez, à mesure que la science progresse, tout tend vers l'un, il semble. Par exemple, Aristote pensait que des lois différentes réglaient le ciel et la terre. Le ciel étant parfait, vous voyez, tout devrait être circulaire, la terre étant imparfaite, donc des mouvements rectilignaires, bien sûr, c'est faux. Et Newton, donc, a par exemple, uni le ciel et la terre en démontrant que la gravité qui fait qu'une pomme tombe dans le verger est exactement la même gravité qui fait que la Lune tourne autour de la Terre. L'électromagnétisme, au XIXe siècle, on pensait que l'électricité et le magnétisme, c'est des phénomènes différents. Maxwell et Faraday, bien sûr, Faraday et Maxwell démontrent que c'est le même phénomène exactement. Et puis, Newton pensait que l'espace et le temps étaient des entités séparées. Einstein unifie les deux. Et puis, bon, mais maintenant, il y a 4 forces fondamentales de la nature, hein, la force électromagnétique, la force de gravité, et puis les 2 forces nucléaires fortes et faibles. On pense qu'au début, vous voyez, tout était lié en une seule super force. Donc ça, c'est la fameuse théorie de la gravité quantique dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'est pas encore établie, mais bon, on a déjà unifié la force électromagnétique avec la force nucléaire faible. On est en train d'unifier la force forte, nucléaire forte, mais la force gravité résiste encore. Mais bon, quand même, à mesure que les choses progressent, cela tend vers l'unité. Donc, je parie sur la nécessité et non sur le hasard. Alors, voilà, donc pour moi, nous avons une responsabilité de donner un sens à l'univers en l'observant, justement en appréciant sa beauté et sa harmonie. Un univers qui est complètement dépourvu de conscience, pour moi, n'a pas de sens, parce que pourquoi créer toute cette organisation, cette cosmique, sans que jamais personne ne puisse l'observer? Alors quand je dis que nous, l'homme, bien sûr, c'est jusqu'à nouvel ordre, E.T. fera parfaitement l'affaire aussi. Si du moment qu'il y a une forme de conscience et de vie dans l'univers qui appréhende la beauté de l'univers et qui donne un sens donc, à l'univers, ça devrait marcher. Donc, mais jusqu'à nouvel ordre, nous sommes la seule forme de vie et de conscience que nous connaissons dans l'univers. Et donc, il nous incombe de ne pas nous autodétruire en détruisant notre planète. Donc, je vais conclure donc avec une citation de mon héros scientifique. Hein. C'est Einstein qui m'a inspiré vraiment d'aller dans la science. Et donc, Einstein dit « La religion du futur sera une religion cosmique. Elle devra transcender l'idée d'un Dieu existant en personne et éviter le dogme de la théologie. » Donc, ce n'est pas un Dieu barbu qui se préoccupe du sort journalier des personnes, mais couvrant aussi bien le naturel que le spirituel. Donc, les lois de la nature aussi que le spirituel. Elle devra se baser sur un sens religieux né de l'expérience de toutes les choses, naturelles et spirituelles, considérées comme un ensemble sensé. Merci. Merci, professeur Tuan, pour ce merveilleux voyage dans l'espace et dans le temps, qui, j'espère, a suscité beaucoup de questions, d'interrogations. On ne va pas quand même prendre trop de temps pour les questions, peut-être une quinzaine de minutes, mais j'invite ceux qui auraient des questions à poser au professeur Tuan de les poser en ce moment. Il y a quelqu'un avec un micro qui va venir vers vous, de manière à ce que la question puisse être entendue par chacun. Alors, excusez-moi, pourquoi Einstein a dit que... Non, il n'a jamais dit ça. Le temps et l'espace forment un couple soudé, c'est ce que je disais. C'est-à-dire nous vivons dans un univers à 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle. Vous voyez, par exemple, si vous allez très vite, presque à la vitesse de la lumière, les espaces se contractent et le temps ralentit, donc se rallonge du exact même facteur. Donc, c'est un couple soudé. Donc, il n'a jamais dit que le temps n'existait pas. Oui, il y a une question ici.
Excusez-moi, j'ai le micro, j'ai une question. Attendez. Je vous ai entendu dire que vous aviez des problèmes avec le multivers, Oui. parce que c'est quelque chose qui n'est pas falsifiable. Maintenant, quand vous parlez de l'univers qui est réglé comme une horloge, vous sous-entendez une force créatrice, vous venez de le dire. Est-ce que ça ne vous pose pas un problème parce qu'elle est elle aussi pas falsifiable? Moi, Oui, c'est un pari, c'est pas vérifiable. J'appelle ça de l'intelligent design. J'appelle ça de l'intelligent design, une théorie créée par des créationnistes un tout petit peu plus intelligents que les autres, mais qui est réfutée complètement par la majeure partie du monde scientifique. Oui, moi je dis tout clairement, ça c'est un pari personnel. Hein. Si vous aimez l'hypothèse du multivers, c'est très bien aussi. C'est un pari personnel, c'est un pari que chacun de nous doit faire dans notre vie personnelle. Oui. Oui. C'est un principe créateur. Oui, c'est pas falsifiable, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais bon, si vous n'avez qu'un seul univers, peut-être qu'un jour, il y aura une théorie pour expliquer le réglage précis. Ce que je veux, c'est expliquer le réglage précis des choses. Ça, c'est scientifique. Attendez, s'il vous plaît. Peut-être le monsieur... Non, justement. Monsieur, tenez, prenez le micro, s'il vous plaît. Vous avez dit, montrer que nous pensons toujours en fonction de nous-mêmes, donc un peu égocentrique, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui permet d'affirmer que nous sommes la forme de conscience la plus élevée sur notre planète, par exemple? Il y a d'autres peuples, d'autres traditions avec des sages qui disent qu'il y a des consciences beaucoup plus élevées, que notre planète elle-même a une conscience qui nous dépasse de très loin, que le Soleil est un être extrêmement conscient, et ainsi de suite. Nous, on est donc aussi des petits grains de sable pour ces gens-là, et on n'en tient pas compte parce qu'on ne peut pas le prouver scientifiquement. Mais il y a beaucoup de témoignages de ce genre. Que faites-vous avec ça? Oui, bon, je parle de la science, je suis scientifique, donc bien sûr j'adhère à la méthode scientifique expérimentale. Alors il y a des phénomènes, bien sûr, je pense que vous faites référence à ça, qui ne sont pas expliqués par la science. Et donc ça, bien sûr, la science n'a aucune chose à dire. Et peut-être qu'il y a des peuples qui ont une intuition de ces choses plus avancée que, disons, le monde scientifique. Ça je ne nie pas. Et puis donc aussi, j'ai dit tout à l'heure aussi que la forme de conscience, je parle de l'homme parce que c'est la forme, nous sommes jusqu'à nouvel ordre, on connaît que l'homme dans l'univers, mais ce sera bien si un jour nous entrons en contact avec E.T., bien sûr. Oui. Oui, je suis pas... Je n'ai rien à dire là-dessus. Si ce n'est pas scientifique, si ce sont des domaines, disons, qui sortent de la science, bon, peut-être qu'ils sont plus avancés que nous. Ça je ne peux rien dire, bien sûr. Alors, madame, là-haut, juste à gauche. Levez bien la main, comme ça. Voilà, merci. Oui, vous n'avez pas parlé du trou noir qui nous inquiète ici. Oui. Oui. Donc, oui, le trou noir, bien sûr, existe. Je pense que nous l'avons bien découvert. Nous en découvrons beaucoup d'exemples en astrophysique. Et vous savez, les trous noirs, on pense que vient surtout des étoiles massives, la mort des étoiles massives, disons 10 ou 20 jusqu'à 100 masses solaires. Et quand les étoiles n'ont plus de carburant nucléaire, donc plus d'hydrogène surtout, ils vont s'effondrer sous l'effet de la gravité. Et la gravité devient tellement grande que même la lumière ne pourra plus s'échapper. Donc, vous voyez, c'est noir à cause de ça. La lumière ne pourra plus s'échapper. Et donc, les astrophysiciens ont découvert donc, des trous noirs stellaires de quelques dizaines de masses solaires, mais aussi des trous noirs, on pense,
de milliards de la masse du Soleil au centre des galaxies. Une question que je vois là, oui, monsieur. Professeur, le nom de Teilhard de Chardin était mentionné tout à l'heure et son œuvre essayant de réconcilier ses découvertes de scientifiques et ses croyances d'homme de foi. Est-ce qu'il y a des moments, vous avez rappelé que vous étiez bouddhiste, où ce que vous vivez comme astrophysicien va à l'encontre de ce dans quoi vous croyez comme bouddhiste, ou est-ce qu'au quotidien vous voyez une harmonie parfaite entre vos croyances religieuses et spirituelles et vos découvertes de scientifiques? Oui, ça c'est une question très intéressante que je me suis posée moi-même. Oui, je pense que la spiritualité et la science se complètent. Vous voyez, c'est pas une tentative de faire des concordismes, hein, parce que bon, la science n'a pas besoin d'être justifiée par quelque spiritualité que ce soit, et la spiritualité n'a pas besoin d'être justifiée par la science. Hein. Ça ne fait aucune différence si la Terre tourne autour du Soleil ou le Soleil tourne autour de la Terre pour mon amélioration intérieure. Mais je pense que si deux systèmes de pensée sont logiques et cohérents et qui prétendent décrire la même réalité ultime, je pense qu'ils doivent se rejoindre quelque part. Parce que s'ils sont complètement orthogonaux, qu'ils se rejoignent nulle part, ça veut dire que l'un des systèmes de pensée est faux ou soit les deux sont faux. Donc, je me suis demandé cette question vis-à-vis du bouddhisme et donc j'ai exploré ça avec un moine bouddhiste qui s'appelle Mathieu Ricard, qui était un ancien scientifique aussi. Et nous avons trouvé beaucoup de convergences en fait. Donc, pour moi, j'ai retrouvé donc les trois basiques concepts du bouddhisme, qui est l'impermanence, l'interdépendance et la vacuité des choses en science. Par exemple, l'interdépendance, je vous ai dit, hein, nous sommes tous indépendants, nous sommes tous des poussières d'étoiles, mais il y a d'autres exemples d'interdépendance aussi. Par exemple, ce qu'on appelle des particules intriquées, des particules qui ont interagi ensemble pour les séparer par des dizaines de kilomètres et ils font toujours le même système. Et puis l'impermanence, ça c'est tout le contenu de la science moderne. Rien n'est statique, de nouveau, jusqu'en 1965, donc avec la découverte du rayonnement fossile et donc ce qu'on appelle la chaleur qui reste à la création et qui met sur un terrain ferme la théorie du Big Bang. On pensait encore que l'univers ne changeait pas en moyenne, ce qu'on appelle le steady state, l'univers stationnaire. Mais toute la science moderne dit que les choses changent, tout est impermanent. Et puis, bon, la vacuité des choses, donc, je ne vais pas m'étendre sur tout ça, mais oui, pour répondre à votre question, oui, j'ai considéré cette question et pour moi, il n'y a pas de contradiction. Les deux approches sont complémentaires. Je pense que la division entre spiritualité, science, tout ça, sont dans des catégories différentes. C'est un produit de l'esprit des hommes, parce que bon, la nature ne fonctionne pas comme ça. Elle n'est pas divisée en catégories comme ça. Et donc, c'est bien d'avoir des vues différentes, des vues poétiques même. Vous voyez Blake tout à l'heure, qui éclairent notre vision du monde. Y a-t-il encore une question là-bas? Oui. Merci. Merci pour cet exposé. J'en retire que vous préférez la nécessité qui aboutit finalement à la conscience. Oui. Vous refusez que l'univers soit simplement le hasard. Je pose la question, est-ce que vous ne pensez pas que l'élan créateur a utilisé justement le hasard pour arriver à la conscience, à l'humanité et à la conscience? Est-ce qu'il n'y a pas une conjonction entre le hasard et l'élan créateur qui utilise les éléments hasardeux pour effectivement aboutir à la fin qu'il s'est proposé, la conscience? Oui, mais c'est difficile. Si vous pensez que c'est hasard,
que les choses aboutissent à la conscience, justement. Dans la plupart des cas, ça va être un univers infertile, vous voyez. C'est ça le réglage de l'univers dont je parlais tout à l'heure. Il faut régler les choses très, très précisément. Alors, qu'est-ce qui fait ce réglage? Soit si vous avez un seul univers, il faut régler les choses. Ou soit vous avez 10 puissance 60 univers. Alors, la vaste majorité des univers sera vide et série, sauf par hasard, donc un univers à la combinaison gagnante. Et c'est cet univers que nous habitons. Bien, nous allons peut-être nous arrêter ici en remerciant encore une fois le professeur Thuan.